Alors, bonjour à tous. Alors, Georges n'est pas encore arrivé, il est dans le métro, il est bloqué, mais il arrive bientôt. Donc, on va commencer en fait sans Georges. Alors, aujourd'hui, surtout qu'on a un planning très chargé avec un certain nombre de d'invités. Donc, notre première invitée sera, alors j'espère pas l'écorcher, Razika Adnani, qui pour parler donc de son livre à paraître Sortir de l'islamisme, donc qui est très très intéressant. On va avoir un échange. C'est une philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit justement à ces questions-là et sans tabou. Et c'est vrai que c'est très intéressant sa pensée. Aussi, on a Henrik qui va venir nous parler donc Train en tête, qui va venir nous parler justement de la politique française des transports en commun. Et en attendant Georges, donc je vais dérouler notre programme de revue d'actu. Donc j'espère qu'il va arriver très rapidement. Et on va commencer par un sujet, et j'ai vu que vous avez déjà commencé à en parler dans le chat, qui devrait choquer n'importe quel Français, parce que ça touche à la mémoire. Et donc, hier, comme vous le savez, il y a eu les commémorations du 11 novembre, ce qui est fondamental en France. Et donc, Jean-François Copé, celui dont beaucoup de gens pensaient probablement qu'il était mort ou enterré ou dans un placard, ressort. Alors, ces temps-ci, il ressort beaucoup. C'est-à-dire que ça prouve que la droite n'a plus personne à mettre en face. Mais bon, Jean-François Copé. Et donc, il propose de supprimer le 11 novembre. Pourquoi faire? Pour faire des économies. Et on ne peut être que choqué de ça. Parce que déjà, il faut comprendre euh, le, pourquoi c'est important le 11 novembre. Déjà, le 11 novembre, c'est un jour férié qui existe pour plusieurs raisons, déjà historiques, sociales et symboliques profondes. La première, c'est le devoir de mémoire. Le 11 novembre, c'est avant tout un jour de commémoration de l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. C'est un conflit quand même qui a fait des millions de morts, qui a détruit des générations. Et maintenir ce jour férié permet de se souvenir des sacrifices des soldats, de leurs familles, d'honorer la mémoire des victimes et que les générations actuelles et futures puissent comprendre l'ampleur des tragédies liées aux guerres. Et quand on sait, justement, à cause du conflit ukrainien, mais d'autres conflits dans le monde, c'est important de toujours se rappeler. Parce que l'histoire dont on oublie est condamnée à se répéter. C'est très important, en fait. Et connaître notre histoire, on va dire, c'est fondamental. Donc, partir du principe, ah, c'est trop vieux, on s'en fout, c'est super grave. L'autre chose, c'est qu'il faut rappeler le 11 novembre, c'est aussi un symbole fort pour la paix. La Première Guerre mondiale était censée être la der des der, comme on dit. C'était l'expression à l'époque. Mais l'histoire a montré que la paix est toujours fragile. Ce jour de commémoration rappelle l'importance de promouvoir activement la paix en insistant sur les conséquences de la guerre et la nécessité de la diplomatie et du dialogue entre les nations. Alors, je suis désolé, je lis mes notes. Cela offre l'opportunité d'éducation et de réflexion collective pour éviter de répéter les erreurs du passé. Un autre point fondamental et qui est assez peu évoqué, c'est la question. Alors attendez, je repasse en caméra. C'est la question de la cohésion nationale et de la transmission internationale. Alors bien sûr, il y a plus de survivants de la guerre de 14, ou du moins quasiment plus, mais le 11 novembre, c'est partie de ces dates, un peu comme le 14 juillet, etc., qui renforcent le sentiment d'appartenance à notre ensemble qui est la nation. C'est un jour férié qui rassemble toutes les générations autour d'une histoire commune. Ça incite les familles, justement, à parler du passé. Moi, je sais que j'ai pas mal de médailles dans ma famille de 14-18, donc c'est le moment de le montrer aux enfants. Ça renforce la transmission, les valeurs de respect, de liberté. C'est un travail, si on laisse dans l'oubli, eh ben, rien ne dit que ça recommencera pas. Effectivement, j'insiste sur ça parce que ceux qui oublient leur histoire, en fait, c'est un drame, en fait, complet.
L'autre chose, c'est qu'il faut savoir que c'est un conflit qui a fauché une génération entière. Et l'oublier, c'est pas bien non plus. On ne peut pas oublier quelque chose qui, on va dire, est une guerre moderne quand même. C'est la première guerre où on a utilisé des armes chimiques de manière industrielle. Tout ça, c'est fondamental pour notre société. Et aussi, c'est quelque chose, c'est une célébration qui va au-delà des clivages politiques. Qu'on soit de droite, de gauche, d'extrême, on a tous quelque chose à dire sur le 11 novembre. Donc si Jean-François Copé pense qu'on peut économiser le devoir de mémoire, moi j'ai envie, franchement, c'est honteux en fait. Je sais même pas comment ces gens ont encore ces idées pardon, il faut que je modère mon propos, mais ça m'énerve en fait. Parce que demain, c'est quoi? On va supprimer le 14 juillet pour économiser? On travaille pas déjà assez, concrètement? Est-ce que vraiment la France est dans un tel état, laissé par Bruno Le Maire, qui a dérapé sur ses feuilles Excel, qu'on ne peut plus commémorer la Première Guerre mondiale? Qu'on ne peut plus célébrer la paix? Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Alors certains disent dans le chat, Copé et Fillon, ça nous rappelle de bons souvenirs. Franchement, Copé, il aurait dû rester dans son placard. C'est pour dire des conneries comme ça. Alors soit, peut-être, effectivement, Jean-François Copé, peut-être une sorte de paléo Sandrine Rousseau. Peut-être que son but dans la vie, c'est de raconter n'importe quoi pour faire le buzz, j'en sais rien. Et franchement, en plus pour des gens qui se disent gaullistes, c'est pathétique. Pathétique au possible. Donc je veux même plus, ça donne envie, je suis désolé, hein, je vais te dire, ça donne envie parfois de mettre des coups de tête à des gens. C'est un coup de tête dans Copé. Bon, non, il faut pas dire ça. Mais c'est vrai que il y a un moment, il faut se taire, faut respecter les morts. Effectivement. Alors, Happy Fouchoukou dit, je propose de supprimer tous les jours fériés et remettre au travail des enfants, mais c'est pour les économies. Effectivement, en Germinal, moi, je pense que c'était une belle période de l'histoire. D'ailleurs, le film était très bien, pour ceux qui l'ont vu, le livre encore mieux, mais voilà. Franchement, ça fait partie de notre histoire, 14-18. Et justement, c'était sans commémorer 14-18, on peut pas comprendre l'assassinat de Jaurès. On peut pas comprendre les logiques du lobby militaro-industriel qui a poussé à la guerre. Et effectivement, Adrien, on peut supprimer aussi Copé pour faire des économies. Je ne m'exprimerai pas. Je pense que les électeurs devraient bien réfléchir avant de revoter pour Jean-François Copé. On va passer à un deuxième sujet, donc toujours en attendant Georges. Alors, je vous mets ça à l'écran, qui est la question que la Corée du Nord vient de ratifier un accord historique avec la Russie. Donc, au-delà du fait d'envoyer des soldats en Ukraine, la question, c'est que on est face à un accord de coopération militaire de la même manière que Taïwan a un accord avec les États-Unis. Ce qui veut dire que, et c'est une nouveauté, Pyongyang maintenant est sous la protection de la Russie. Donc un peu comme l'OTAN protège ses membres, bah, la Russie décide si on attaque ou si on fait quelque chose à la Corée du Nord, bah, la Russie protégera la Corée du Nord. C'est un acte assez fort parce que effectivement la Corée du Nord, qui est un pays ermite, isolé, ne bénéficiait pas de ce genre de choses. Et donc, on voit que... Ah, pardon, ma montre parle toute seule. C'est des joies depuis qu'effectivement je suis allé à Kazan. J'ai l'impression d'être sur écoute tout le temps. Donc mes téléphones, les micros se déclenchent tout le temps. Bon bref, c'est moi qui suis parano. Revenons sur cette question de la Corée du Nord, ou peut-être c'est les Nord-Coréens. J'ai parlé des Kim, peut-être que voilà, vu que c'est selon la légende, des hackers émérites. Donc tout ça pour dire que
c'est important cet accord parce que justement, ça fait partie des redéfinitions de la géopolitique mondiale actuelle. Parce que les choses bougent, les accords changent, et effectivement, on voit que les allégeances aussi, alors à la marge, hein, bougent aussi, et donc c'est important parce que au-delà de la question de l'engagement des soldats sur le sol ukrainien, il faut savoir que pour la Corée du Nord, beaucoup de gens se demandent pourquoi c'est intéressant pour la Corée du Nord d'envoyer des soldats en Ukraine. La Corée du Nord n'a plus d'expérience de conflit réel. Effectivement, même si elle est tout le temps en guerre, une armée, si vous voulez qu'une armée soit efficace et puissante, vous devez avoir comment ça s'appelle, une expérience du conflit direct, soit en opération extérieure, soit on va dire en opération réelle. Et donc, sinon, votre armée, et c'est le problème de beaucoup de l'armée chinoise, est qu'une armée théorique, qui ne sait pas. C'est dans la pratique qu'on se rend compte des défauts. C'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé au début de l'opération spéciale sur l'Ukraine avec l'armée russe, qui a dû s'adapter très vite et qui a dû reprendre effectivement la main sur un certain nombre de sujets, puisque ils avaient plus d'expérience, etc. Et donc, pour les Nord-Coréens, dans le cas effectivement d'un changement géopolitique chez eux, le fait de gagner en expérience, donc d'envoyer 50 000 hommes qui vont apprendre sur le terrain, qui vont voir, ça va commencer effectivement à les rendre plus dangereux qu'avant. Si ce n'est qu'ils n'étaient pas déjà dangereux. Mais je pense que les Sud-Coréens vont être très fébriles vis-à-vis de ça. Et même si Donald Trump voit la Chine comme l'ennemi, il n'est pas sûr que la Corée du Sud soit dans les petits papiers de Donald Trump. Donc, à voir effectivement comment ça va se passer et les effets sur le long terme. Alors, certains prédisent que tous les Nord-Coréens vont s'échapper, etc. On verra. Et justement, alors Marco souligne qu'effectivement, on va revoir le concours de coupe de tif entre Trump et Kim. Effectivement, il faut pas oublier que c'est Donald Trump avait dit, je crois, de Kim, oui, c'est un chic type. Bon, Donald Trump est du Donald Trump, mais voilà, ça, c'est ce genre de choses est importante à noter. Alors, on va enchaîner sur un autre sujet, et parce que j'aimerais bien laisser le dernier pour Georges, puisque c'est lui le grand spécialiste de la question, mais il est censé arriver d'une minute à l'autre. Et d'ailleurs, je regarde. Voilà. Alors, un instant. Il s'est passé quelque chose de grave. Donc, Marianne, on apprend par Marianne qu'une professeure de français a été menacée après un cours de poésie jugé blasphématoire. Alors, je vais vous lire un peu l'article. Le climat est étouffant au lycée Condorcet de Limay dans les Yvelines. Après un cours sur la représentation de l'enfer dans la poésie, courant octobre, une professeure de français a été accusée de blasphème et menacée par 2 élèves de seconde. Peu de temps après, des instructions dans l'établissement ont suscité l'inquiétude dans un contexte d'hommage national à Samuel Paty et Dominique Bernard. Donc, on découvre que cette professeure qui fait une séquence sur le Moyen-Âge, donc probablement qui a dû parler de Dante, la Divine Comédie, on va dire des œuvres majeures de la littérature mondiale. Hein, on parle même pas de la littérature française. A dû, pour X raisons, devoir se justifier. Déjà, ça c'est quelque chose qui arrive de plus en plus longtemps, du moins plus en plus fréquemment, c'est qu'un professeur doit se justifier vis-à-vis des élèves ou bien des parents d'élèves de son propre cours. Et d'ailleurs, je salue Michael Paty qui justement, par rapport au début du procès des complices à l'assassinat de son frère, qui a lieu ces temps-ci, a sorti justement un livre sur le cours de son frère pour que les gens puissent se faire une idée du cours. Alors, attendez, je crois que Georges est là. Donc, je reviens dans
une minute, le temps de l'installer. Un instant. Rebonjour à tous, Georges est parmi nous. Et donc, attendez, voilà. Donc, désolé pour ce complot administratif. Bonjour à tous. Voilà. Exactement. La vie est faite de problèmes administratifs. Et voilà, et de métro. Donc, Georges, on était sur un sujet, donc juste au moment où tu arrives, en fait, j'évoquais la question de ce cours de ce professeur de français, donc qui s'est fait menacer parce qu'elle évoque en poésie l'enfer. Donc sur le Moyen Âge, donc je suppose qu'il y a du Dante, il doit y avoir la Divine Comédie là-dedans parce que bon, le Moyen Âge, l'enfer. Mais voilà, aujourd'hui, ce que j'expliquais, c'est que de plus en plus, les professeurs sont obligés de se justifier vis-à-vis des parents d'élèves, mais aussi des élèves. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé à notre époque. Il n'y avait pas ça. On se justifiait pas de son cours. Et donc, justement, j'évoquais le livre de Michael Paty sur le cours de son frère, parce que pour que les gens se fassent une idée. C'est-à-dire que enseigner, ça devrait pas être se justifier pourquoi on enseigne. Enseigner la poésie du Moyen-Âge où on parle de l'enfer, je ne comprends pas où est le problème. De dire que c'est blasphématoire, c'est quand même lunaire. Et puis, si je comprends bien, c'est dans cette affaire, c'est encore certains qui se considèrent attaqués sur la question de l'islam. Bon, c'est un peu incompréhensible vu la nature du poème. Effectivement, les enseignants n'ont pas à se justifier, sauf quand ils sortent des clous et il y a une inspection et un corps interne pour cela. Et c'est l'entrée dans l'école du religieux, puis pas que du religieux, mais là, en l'espèce du religieux qui ne veut pas que les choses soient enseignées d'une certaine manière. Alors, on a eu un effet aux États-Unis, c'est que sous des campagnes, alors là, ce ne sont pas des représentants de l'islam politique, ce sont des évangéliques qui, pendant des années, des décennies, ont creusé et obtenu beaucoup de choses. Par exemple, que dans la moitié des États, pour ne pas offenser les croyances, eh bien, on enseigne à moitié le créationnisme et à moitié la théorie évolutionniste de Darwin. On est un peu dans ce processus où les parents ou des élèves ne sont pas d'accord avec le programme de la République. Et c'est évidemment un problème, et on en parlera tout à l'heure avec Razika Adnani, qui vient de nous parler de son livre Sortir de l'islamisme. On pourra aborder également cette question. Mais tu as raison, il est vraiment intéressant de prendre le livre de Michael Paty, là, de Samuel Paty, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cours d'histoire, en particulier portant sur les citoyennetés, visant à faire de chacun de ceux qui sont dans la classe, dans le respect du premier article de la Constitution, à savoir de ne pas les discriminer en fonction de leur religion, de leur race, de leurs origines ethniques ou sociales, mais au contraire, leur apporter à tous un enseignement leur permettant d'être citoyens, et c'est ce qu'a très exactement fait Samuel Paty, sans aucune attaque spéciale contre l'islam ou le catholicisme ou que sais-je. Mais là, on est en sortie de route, de plus en plus, ce qui est tragique. Et on a des profs qui n'osent plus enseigner. Puis imaginez, moi j'aime pas beaucoup Attila. Si un prof d'histoire fait un cours sur Attila, il a détruit Rome, c'est dégueulasse, pourquoi est-ce qu'on enseigne Attila, c'est inadmissible, je vais me plaindre dans la classe. Oui, mais c'est le 1, c'est pas le 2. Désolé. Mais ça va venir sur la Shoah, ça va venir sur la Deuxième Guerre mondiale, sur fait un lien tout et n'importe quoi. Avec le premier sujet, donc tu n'étais pas là, donc j'ai évoqué Jean-François Copé qui veut supprimer le 11 novembre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on parle plus de notre histoire, ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la reproduire. C'est dingue en fait que ce concept de base ne rentre pas dans la tête des gens. Et en plus, la culture, c'est la culture. Apprendre les divinités égyptiennes, c'est pas blasphématoire. Apprendre les divinités grecques, Aphrodite à moitié nue, c'est pas blasphématoire. Ça fait partie de notre culture. Et la culture, c'est le savoir, c'est l'émancipation. C'est-à-dire, c'est dingue qu'en 2024, on est obligé de la citoyenneté. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de connaissances et de savoir, parce que j'imagine que tu as fait son quart d'heure à Copé. Salut Sanjeev. Ça là, les gens m'ont demandé c'est quoi ce truc là. Tout à fait.
Je t'attendais pour ça. C'est quoi ce machin? Vous voyez, petit machin bleu, là, comme ça, là, que j'ai au revers de ma veste. Il y en a plein, il y en a de différentes formes. J'aurais pu en amener d'autres, mais comme j'étais en retard déjà, voilà, ça, c'est le bleuet de France. Alors, il y en a qui sont juste tout bleus, parfois c'est des très grandes sortes de très grandes feuilles bleues. Alors, on voit de plus en plus de politiques, de députés emportés à l'Assemblée nationale. J'en suis très très content parce qu'on a, je pense, fait partie de ceux qui ont œuvré au retour du bleuet de France. Eh bien, le bleuet de France, c'est apparu en honneur aux soldats qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale, dont on a commémoré hier, le 11 novembre, l'armistice. Donc c'est un hommage à leur sacrifice, mais c'est aussi quelque chose qui a été fait pour être au service, parce que ça s'achète, au service de, y compris aujourd'hui, eh bien des soldats qui sont blessés, qui sont incapacités du fait de leur service pour le pays, et ou pour les enfants orphelins, parce que leur père ou leur mère, plus rarement, mais ça arrive aussi, sont morts au service de la France, et donc on leur vient en aide. Et il faut savoir qu'en Grande-Bretagne est apparue la même chose, sauf que là-bas ils portent quelque chose qui est rouge, ça s'appelle le poppy. C'est un symbole rouge, c'est une fleur avec 3 pétales rouges. C'est très joli, et là-bas tout le monde le porte. Que les gens soient riches, pauvres, policiers, syndicalistes, de gauche, de droite, Jeremy Corbyn ou Boris Johnson, tout le monde a son petit poppy au revers de la veste, et assez longtemps, hein, avant le 11 novembre et après le 11 novembre, pendant une semaine, pour bien commémorer, se rappeler. Ça permet aussi d'avoir un rapport plus fort de la nation aux guerres passées, donc pour honorer, pour se rappeler des combats, de la victoire, et puis aussi parce que ça nous permet de réfléchir à la guerre, ses conséquences désastreuses. Ça a été une catastrophe, c'était le premier suicide européen, donc évidemment une catastrophe pour la France, pour l'Allemagne, et de rester connecté à ce passé pour ne pas le reproduire. Donc voilà pourquoi est-ce que je porte cette petite fleur, le bleuet de France. Merci beaucoup, Georges. Alors justement, j'avais gardé un sujet sur l'actualité avant que... Voilà, merci Alice, c'est le coquelicot, je ne trouvais pas le papier, le coquelicot, exactement. Nous rejoigne notre invité. Et donc on fera une micro-pause, hein, je préviens les auditeurs, on fera une micro-pause le temps, vu que là on fait ça en présentiel, c'est plus compliqué, donc il faut connecter les micros. Donc il y aura une micro-pause entre les deux séquences, et donc vous resterez là. Et donc Georges, il y a un sujet donc qui m'intéresse, c'est Donald Trump a nommé quelqu'un. Et donc, je te laisse en parler mieux que moi. Eh bien, voilà. Elise Stefanik, que vous voyez à l'écran, a été nommée ambassadrice des États-Unis à l'ONU. C'est un poste extrêmement important et qui note l'orientation, qui montre l'orientation géopolitique que va prendre l'administration nouvelle de la Maison-Blanche. Alors, c'est pas une très très grande surprise non plus. Elise Stefanik, c'est une soldate trumpiste. D'ailleurs, il faut remarquer le nombre de femmes que nomme Trump à des postes importants. Hein. Sa directrice de cabinet, c'est celle qui a fait sa campagne, c'est une femme. Là, c'est aussi une femme à ce poste d'ambassadrice à l'ONU. Alors, ambassadrice à l'ONU, on pourrait se dire, comme De Gaulle, c'est quoi ce machin? Ça sert pas à grand-chose. Sauf que c'est à l'ONU, au Conseil permanent de sécurité de l'ONU auquel siègent 5 pays, dont les États-Unis, eh bien que les États-Unis posent les verrous qu'ils veulent poser. Alors, Elise Stefanik, elle se caractérise par le fait qu'elle est, allez, on va dire encore plus que les autres, hardcore pro-Israël, et qu'à un moment donné, pour imaginer combien elle est hardcore, hein, on avait pensé que ce serait une plus modérée, je mets beaucoup de guillemets à modérée, qui serait nommée Nikki Haley, qui avait déjà été ambassadrice des États-Unis à l'ONU et qui avait également été candidate dans les primaires contre Donald Trump. Alors le fait, c'est que Nikki Haley, modérée, hein, donc encore une fois, beaucoup de guillemets,
Nikki Haley, la modérée, eh bien, c'est elle qui signait sur les obus que les États-Unis sous Joe Biden envoyaient en Israël pour tirer sur Gaza en écrivant « Finish them all », achevez-les tous. Bon, voilà, ça vous donne... Élise Stefanik, elle est encore un cran au-dessus. Voilà, comme ça vous donne une idée de qui c'est. On peut mettre ça en parallèle avec le post sur X de Elon Musk hier, ce matin, massivement vu, qui met quelles sont les causes réelles de la guerre, et il reprend une conférence d'il y a un mois de Jeffrey Sachs, professeur d'économie à Columbia. Et Jeffrey Sachs est quelqu'un de très très connu de l'establishment démocrate, qui parle beaucoup de la guerre parce qu'il a été conseiller de Gorbatchev, de Yeltsin, aussi du président Kouchma en Ukraine, et c'est une position où la responsabilité de la guerre est mise sur le dos de l'OTAN. Donc là, on a en même temps, le même jour, la nomination d'Élise Stefanik, très 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 pro-Israël, et en même temps, Elon Musk qui fait un tweet qui doit pas être très apprécié à Kiev, on va dire. Donc voilà, ça nous donne une idée de l'orientation de ce que pourrait être l'administration Trump sur les deux grands conflits. Alors c'est pas une surprise, c'est ce qu'on vous avait dit ici. Et de toute façon, il faut bien savoir que il n'a pas encore le pouvoir. Hein. Pour le moment, c'est la transition. Il faut qu'il prête serment. Il y a une cérémonie vers le 20-21 janvier, donc il y a encore 2 mois d'administration de Joe Biden. Mais ça donne l'orientation. Voilà où on en est.